ce webinaire du programme EPR2. Je vous donne les petites consignes pour que ça se passe le mieux. Mettez dans le chat, s'il vous plaît, vos noms, établissements, entreprises. Votre micro est coupé, sauf pour les intervenants, donc n'hésitez pas à poser vos questions et à réagir dans le fil de discussion. L'objectif donc de ce webinaire, donc qui s'adresse aux étudiants et élèves qui sont dans des établissements qui sont partenaires de l'UMN. Donc moi, je suis Saoussienne Thierry, je travaille donc dans cet organisme qui s'appelle l'UMN, l'Université des métiers du nucléaire. Et on a un dispositif qui s'appelle le passeport nucléaire, dans lequel vous avez tout un tas de modules pour apprendre et à vous acculturer au nucléaire. Et aujourd'hui, donc, on va vous présenter, je vais présenter dans un instant les interlocuteurs, les intervenants. On va vous présenter le programme de construction d'EPR, donc, et puis surtout les besoins de recrutement, hein. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que pour ceux qui cherchent à s'intéresser à ce domaine, de savoir quels sont les besoins de recrutement, où est-ce qu'on peut se renseigner. Donc, vous allez avoir des infos très concrètes. Et puis, en lien avec le projet EPR2, on va aussi vous présenter les besoins de recrutement des équipes de génie civil d'EDF qui travaillent sur le génie civil, justement, des centrales nucléaires existantes. Avant de leur donner la parole, je voudrais juste vous rappeler que donc, au sein de l'UMN, on a un portail qui s'appelle Mon avenir dans le nucléaire, si vous ne le connaissez pas encore. C'est un portail où on vous présente tous les métiers et les offres d'emploi qui vous mèneront donc à la filière nucléaire. La filière nucléaire, c'est 100 000 emplois d'ici 10 ans, hein, c'est 6 à 10 000 emplois par an. Il y a aussi sur ce site des offres de stage et d'alternance, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis, on a une nouveauté, on a une CVTech où vous pouvez déposer votre CV. Et ce CV, il va être consulté par des recruteurs de la filière nucléaire. Donc, on a déjà 150 recruteurs qui se connectent sur le site. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur le site. Voilà, j'arrête donc la présentation et je donne la main à Olivier Durand. Olivier, je te laisse te présenter. On présentera Jérémy, puis on te laissera faire ta présentation. Ok. Bon, bonjour à toutes et à tous. Olivier Durand, donc moi je travaille sur le projet EPR de Panly dans ce qu'on appelle les équipes grands chantiers et je m'occupe plus particulièrement de la partie emploi-formation, c'est-à-dire faire en sorte que EDF et les entreprises qui ont des contrats pour construire ces deux réacteurs trouvent des femmes et des hommes formés en temps et en heure pour rejoindre ce projet. Et je suis accompagné cette semaine, vous ne la voyez pas à l'image, mais elle est en face de moi d'une stagiaire de seconde qui me suit cette semaine et qui démarre ce matin. Donc ça sera l'occasion pour elle de comprendre aussi le projet. Et je laisse la Bienvenue, main à merci Jérémy. beaucoup. Et Jérémy, on te laisse te présenter. Eh bien, écoutez, bonjour, Jérémy Derouet. Alors, moi, j'ai un DUT génie civil comme vous. Ensuite, j'ai fait une formation d'ingénieur en bâtiment tout corps d'État avec EDF par apprentissage il y a maintenant quelques années. J'ai été embauché dans un centre d'ingénierie qui s'appelle le CNEP à Tours, qui fait de l'ingénierie pour la partie non nucléaire des centrales nucléaires, qui est basée à Tours. Ensuite, je suis parti sur 2 centrales nucléaires en exploitation en tant que chef de section génie civil, donc à Belleville-sur-Loire et Flamanville. Donc voilà, j'ai un petit peu bougé. Je suis revenu au centre d'ingénierie faire du pilotage de projet, puis ensuite du management. Et puis demain, à partir de septembre, je vais m'occuper principalement de recruter des ressources génie civil pour le chantier EPR2, Panly, Gravelines et Bugey. D'où ma présence aujourd'hui. Et je fais aussi le lien avec les recrutements de génie civilistes qu'on cherche sur le parc nucléaire en exploitation, parce que du coup, on a aussi une partie maintenance sur ces centrales où on recherche des talents comme vous. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, Jérémy. On te redonnera la parole tout à l'heure et on démarre avec Olivier qui va nous expliquer. Alors, c'est quoi le mot d'EPR aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, Olivier, tu vas nous l'expliquer. Oui, alors l'idée, c'est pendant cette présentation, alors je vais zoomer plus particulièrement sur le projet de Panly, parce que c'est là où on a des choses avancées et concrètes à montrer. En fait, c'est un programme de construction de 6 réacteurs en France, de type EPR2, dont le premier projet est situé à Panly, à côté de Dieppe. J'y viendrai un peu plus loin, mais avant ça, j'ai envie de vous poser une question et on va vous laisser répondre D'accord, ça ne marche. Vous voyez mal comme moi ou il y a Oui, un problème? oui, oui.
C'est Bah, étrange. pose ta question à l'oral. Non, mais c'est super étrange que le texte soit. Attendez, je vais Ouais. basculer sur le format PDF. Excusez-moi 2 secondes. Ce n'est pas du tout normal qu'à l'écran ça s'affiche comme ça. Je vais basculer sur un autre document. Bon, pendant que je bascule sur un autre document, la question elle est assez simple que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous savez me dire pourquoi le gouvernement français a décidé de relancer la construction de réacteurs nucléaires en France? Pendant que je cherche mes slides, je vous laisse répondre dans le fil de questions et d'indiquer les raisons pour lesquelles on relance un programme de construction. Voilà, n'hésitez pas dans le chat. Donc la question c'est: pourquoi est-ce que, les pouvoirs publics, l'État a décidé de relancer, de faire un programme d'EPR? Donc, EPR, hein, tu l'as pas dit, c'est European Pressurized Reactors. C'est des réacteurs très, très, très puissants. Alors pourquoi le gouvernement a décidé de lancer ça? C'est la question. Je vois pas beaucoup de réponses dans le chat. N'hésitez pas à répondre, même s'il y a pas de mauvaise réponse. Ça nous intéresse juste de savoir, voilà, pourquoi, quel est votre point de vue sur le sujet? Alors il y a Est-ce aucune réponse pour le moment. est-ce que vous voyez les slides mieux déjà? Pas On du les tout. voit très bien, Avec le bon texte. avec le bon texte. Ok, Voilà. ça marche. Alors, je ne vois pas le fil de Alors il y a discussion. pas de réponse pour le moment. Alors il y a une réponse: respect des accords de Paris, stratégie nationale bas carbone. Première réponse. Ok. Alors, on entend une ou deux de plus, histoire de voir si Voilà. vous avez les principaux éléments. On a une deuxième réponse: stratégie bas carbone 2050. Ouais. On D'autres a une idées? réponse, ouais, indépendance énergétique, donc 2 fois, besoin d'énergie croissante. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans le chat, là, c'est toujours intéressant d'avoir, votre point de vue. Voilà, pour le moment, on n'a pas d'autres réponses, Olivier. Alors, eh ben, on va donner la réponse. Vous voyez le slide s'afficher. Il y a plusieurs éléments de réponse. On l'a eu là avec la stratégie nationale bas carbone et les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tout ça, c'est dans un objectif de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, c'est le graphique que vous avez là, où vous avez à gauche la consommation d'énergie en France en 2019, où on voit que la part d'hydrocarbures, c'est la part en jaune, est la plus importante, puisque la part d'électricité, en fait, ne représentait que 28% de cette consommation. Et vous avez à droite l'objectif à atteindre en 2050. On voit qu'au global, le camembert il est plus petit, donc on demande une baisse de 40% de la consommation d'énergie finale en France à cet horizon de temps. Mais on voit aussi un autre mouvement, c'est qu'on doit se passer des hydrocarbures. C'est la partie jaune pour basculer vers des usages électricité. Donc, ce qui conduit à quoi? Quand on regarde la petite partie bleu clair, on passe de 475 TW à 695 à une augmentation de 28% de la production d'électricité dans le mix français. Donc, une augmentation du besoin entre 2019 et 2050. Et il y a d'autres raisons à cela. Alors, pourquoi augmentation du besoin? C'est ce qu'on appelle les modifications d'usage de l'électricité. C'est ce que vous voyez dans les transports, notamment sur la mobilité électrique, sur les véhicules, par exemple. Le passage des véhicules thermiques à des véhicules hybrides ou tout élec. C'est ce qu'on voit dans l'industrie, où l'industrie bascule aussi d'usage thermique essentiellement avec du gaz vers des usages également électriques pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et puis, c'est ce que vous voyez aussi sur les usages chez vous de la même manière. On voit que les usages électriques augmentent. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui un peu moins de 70% de la production d'électricité en France qui est issue des centrales nucléaires en exploitation. Ces centrales ont toutes été construites et mises en exploitation dans les années 80 et 90, donc 1980-1990, qu'elles arrivent pour les plus anciennes à
40 ans d'exploitation. On sait et on va les prolonger le plus longtemps possible en réalisant des opérations de maintenance importantes. Néanmoins, à un moment donné, il faudra les arrêter. Et comme on a construit toutes ces centrales en même temps, toutes ces centrales devront être arrêtées sur un temps relativement court dans les prochaines décennies. Et on sait très bien qu'on n'est pas capable aujourd'hui de construire suffisamment d'énergie renouvelable pour combler ce que représente l'énergie nucléaire. Donc voilà, les raisons, elles sont là sur pourquoi le gouvernement nous demande de relancer un programme de construction de réacteurs. Et on va y venir tout de suite. Ce programme, c'est quoi? C'est la construction de 6 réacteurs de type EPR2. J'expliquerai ce que veut dire le 2 un peu plus tard, sur 3 sites en France, dans l'ordre Penly à côté de Dieppe. C'est déjà une centrale en exploitation, je vous le montrerai. Ensuite, on aura un projet sur Gravelines à côté de Dunkerque. Puis à Bugey, entre Lyon et la Suisse, grosso modo, qui sera le troisième projet. Donc 2 réacteurs à chaque fois. On les construit par paire, donc deux réacteurs nucléaires. Ce qu'il faut se représenter, c'est que chaque projet de réacteur nucléaire, c'est environ la consommation de 6 millions de foyers. C'est environ ça. On prévoit de les exploiter pour 60 ans environ de production d'électricité. Donc, c'est des projets qui vont nous emmener en termes de production d'électricité au-delà de 2100 environ. Donc, EPR2, quand vous voyez ce terme, vous avez peut-être suivi la construction d'un réacteur de type EPR à Flamanville 3. Donc, l'EPR de type Flamanville 3 dans le Cotentin, à côté de Cherbourg, qui a démarré désormais, qui produit ses premiers électrons et qui monte en puissance progressivement. Il a été construit à Flamanville. Il est en cours de construction à Hinkley Point pour 2 réacteurs en Angleterre. Je vous montrerai des photos de ce projet-là après. Il a été construit en Chine, à Taishan, et puis également 2 réacteurs, et puis en Finlande, à Olkiluoto. EPR2, c'est grosso modo le même type de réacteur, c'est la même technologie, mais une évolution en fait de ce réacteur dans sa conception, un peu comme son plan en fait, pour le rendre plus simple et plus facile à construire. Donc l'objectif de relancer un programme électronucléaire, vous l'avez là, c'est de garantir la sécurité d'approvisionnement du pays en électricité, assurer notre souveraineté énergétique et de ne pas dépendre d'approvisionnement en gaz ou en pétrole. C'est participer à lutter contre le réchauffement climatique, ce qu'on appelle la décarbonation de l'économie. En fait, c'est se passer d'usage carbone. Et puis, ça permet, vous le verrez un peu plus tard, de développer largement l'emploi et la réindustrialisation dans les territoires, puisque la construction de réacteurs nucléaires sollicite de nombreux industriels en France et en Europe, et puis n'est pas délocalisable, puisque une grosse partie de l'emploi se fait directement sur site pour la construction de ces réacteurs. Je te laisse regarder les questions, Saucen, s'il y en a, je prendrai progressivement. Oui, et j'en profite du coup pour dire que n'hésitez pas, là, pour le moment, il n'y a pas de questions sur le chat. Effectivement, il y avait, dans la question que tu avais posée, il y avait des réactions, réduction de l'émission de CO2, renouvellement du parc nucléaire, répondre aux besoins croissants d'électricité, augmenter la part de production dans le mix énergétique. Donc, tu vois, donc vous avez tous super bien répondu, merci beaucoup. Et donc, pour le moment, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas dans le chat, au fur et à mesure, vous posez des questions, et puis je t'interromprai s'il y a des questions, Olivier. Je te laisse poursuivre. Là, on va descendre et on va zoomer sur le projet de Penly. Vous avez une photo là aérienne du site de Penly qui est à côté de Dieppe, il y a quelques années déjà, parce que le site a bien changé. Donc, vous voyez 2 réacteurs en exploitation. À droite, c'est des 1300 mégawatts qui ont été mis en service au début des années 90. On voit une falaise, c'est un site bord de mer avec une falaise de craie, falaise naturelle que vous voyez aux extrémités gauche et droite de la photo. Et puis, vous voyez à côté de ces réacteurs des préparations de projets qui n'ont jamais eu lieu. Ces fondations qui ont été préparées datent du début des années 90 pour des projets qui étaient prévus sur ce site pour construire 2 réacteurs de plus, parce que le site, dès le départ, avait été dimensionné pour 4 réacteurs. Le site a failli voir des projets à plusieurs reprises dans l'histoire, dans les années 90, mais aussi dans les années 2010.
qui ne se sont pas faits. Aujourd'hui, on relance un projet dont je vous expliquerai le calendrier après. Et après, je vais vous montrer une photo qui va vous aider à comprendre. C'est une photo à la fin, quand on aura terminé le projet. Donc, vous voyez deux réacteurs de type EPR2, plus puissants que les deux réacteurs à droite, hein. Ils font 1170 MW, là où les deux premiers font 1300. Donc, ils sont plus gros. Il y a plus de béton, ils ont besoin d'une plus grande surface, ce qui va me permettre de vous expliquer les travaux que nous devons réaliser avant de construire ces réacteurs. La falaise que nous avons travaillée dans les années 80 est trop proche en fait pour nous, donc il va falloir qu'on la reprofile, qu'on la recule en quelque sorte pour laisser la place à ces deux réacteurs. Vous voyez le chenal où on pompe l'eau de mer pour refroidir les réacteurs qui fait un S, puisqu'on gagne aussi un petit peu sur cette partie-là. Et visuellement, vous avez vu que la digue en mer, en fait, est largement élargie. Donc ça, c'est des travaux que nous devons faire d'abord. Donc reprofiler la falaise, reterrasser tout le bas de falaise. Toute la craie, puisque c'est des falaises de craie que nous allons extraire de cette falaise, va être utilisée pour étendre la digue en mer. Donc le calendrier, et je vous donnerai le calendrier par extension des autres projets en France. Le calendrier il est toujours en trois parties. Une partie où on obtient des autorisations pour démarrer nos travaux. Donc ça a été fait en 2023-2024. C'est des autorisations à réaliser des travaux préparatoires que nous avons obtenus. Les travaux ont démarré à l'été 2024. Aujourd'hui, donc en juin 2025, nous avons environ 1000 personnes sur ce projet qui travaillent tous les jours à côté de Dieppe. On va avoir des travaux préparatoires qui vont s'étaler sur 3 ans, donc 2025, 2026, 2027. Je vous montrerai des photos de ce qu'on fait après. Puis ensuite, c'est toujours le même enchaînement sur un projet de type construction de réacteurs nucléaires. On va attaquer le génie civil, donc la construction des bâtiments propres, donc bâtiments réacteurs, salles des machines et autres. Ça va nous occuper sur 2028, 2029, 2030, où on atteindra le pic de génie civil. On aura à cet horizon de temps 8 à 10 000 personnes sur le chantier. Et une fois qu'on aura bien avancé sur le génie civil, eh bien, on procédera au montage électromécanique. Les montages, en gros, c'est monter les gros équipements à l'intérieur des réacteurs, donc la chaudière qu'on installe au sein du bâtiment réacteur, les générateurs de vapeur, tous les gros équipements, et puis après, basiquement, une centrale nucléaire, c'est des centaines de kilomètres de tuyaux, c'est du câblage électrique, c'est des armoires, des vannes, des pompes et autres. Donc tout ça commencera doucement aux horizons de 2030 pour des montages électromécaniques qui vont nous occuper ensuite sur la suite du projet, avant de laisser la place environ les 2 dernières années à ce qu'on appelle les essais. C'est ce qu'a connu Flamanville 3 au cours de la dernière année. C'est un test progressif des différents équipements, d'abord équipement par équipement, puis par grands ensembles, où on teste en fait la fiabilité des équipements avant le démarrage du réacteur. Donc, voilà en gros le planning. Donc Penly, démarrage 2024. Gravelines, à côté de Dunkerque, démarrera son projet en octobre 2026, donc à peu près 2 ans derrière le projet de Penly. Vous avez un projet qui s'étalera sur une période en parallèle avec 2 ans de décalage et des travaux de terrassement qui seront plus longs, de préparatoires qui seront plus longs à Penly. Et puis Bugey qui vient juste de terminer son débat public. Le débat public, c'est ce qui permet de présenter le projet à la population locale, enchaînera ensuite sur son projet. Alors, quelques chiffres. Le projet EPR de Penly, donc je vous ai dit 6 millions de foyers, mais il n'y a pas que les habitations qui consomment, hein. Vous avez l'industrie, vous avez les collectivités locales. On estime que les 2 réacteurs de Penly qui vont être construits représentent
l'équivalent de la consommation électrique de la Normandie. Donc 6 millions de foyers ou l'équivalent de la consommation électrique de la Normandie. Je vous ai mis quelques chiffres, je ne vais pas tous les détailler. On estime à une centaine de métiers différents. D'ailleurs, c'est ceux que vous retrouvez sur les fiches métiers dans Mon avenir dans le nucléaire. Plus de 8 000 salariés au pic, 8 à 10 000 probablement, et puis environ 8 500 recrutements locaux sur les 10 prochaines années à réaliser, soit entre 8 à 900 par an. Quelques chiffres en matière de ferraillage, on est à 17 fois le poids de la Tour Eiffel. C'est pour vous représenter les choses. En termes de génie civil, c'est essentiellement du béton et du ferraillage qu'il va falloir mettre en place. Donc 17 fois la Tour Eiffel en termes de ferraillage. Alors tout de suite, on va plonger dans qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur le site de Penly. Ça va parler, j'ai vu qu'on avait beaucoup de gens qui étaient en but de génie civil, donc ça va leur parler un petit peu, je pense. Donc on fait des travaux préparatoires. On prépare le site à accueillir cette phase de génie civil. Donc on terrasse, on reprofile la falaise, on étend la digue en mer, et puis on fait les travaux qui permettent d'accueillir tous ces salariés sur le site. Donc ça veut dire tirer des réseaux d'eau, tirer des réseaux d'électricité, installer des bases vie, faire des voiries, installer des parkings. Voilà ce qu'on fait sur le site. Donc, les travaux de logistique et d'infrastructure, vous les voyez là. Donc, installation des bases vie, c'est en bas à droite, c'est un exemple. C'est des bases vie qui sont installées à côté de bâtiments où sont installées nos équipes. On construit actuellement un parking d'environ 2000 places à l'entrée du site pour accueillir les salariés qui viendront travailler sur ce site avec un poste d'accès chantier, un grand bâtiment en fait où les personnels pourront accéder au site par voiture et par bus et pourront faire leurs opérations d'entrée de site, notamment délivrance de badges. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours. Ce poste d'accès chantier sera livré fin 25, début 26, donc très prochainement. Et pour la petite histoire, il y a 400 bornes de recharge de véhicules électriques sur les 2000 places qui seront installées. Donc voilà, toujours les travaux de parking. Donc ça vous parle un petit peu. Et on a créé en amont d'autres parkings. Donc il y a un parking de 2000 places qui sera mis en service, je vous l'ai dit, début 2025, fin 2025, début 26, pardon. Mais on a créé d'autres plus petits parkings, il y a quelques années déjà, pour accueillir les premières équipes qui travaillent sur le projet. On fait de la VRD, on fait des routes, on fait des réseaux d'eau pluviale. Tout ça, ça a été pour transformer le site, pour lui permettre d'accueillir les premières opérations. Vous avez donc des tuyaux, là, vous voyez. Donc les eaux pluviales, il faut retravailler en fait tous les circuits d'eau pluviale sur le site. Donc ça a été fait également au cours de l'année dernière. On reconnaît des sols pour installer des fondations. Donc ça c'est un élément important. On fait des fouilles archéologiques aussi parfois sur des terrains, c'est une obligation légale, pour vérifier qu'il n'y a pas de zone archéologique d'intérêt. Donc ça a été fait également. Sur les travaux préparatoires, donc je vous ai parlé des 3 opérations principales, donc extension de la plateforme en mer, reprofilage de la falaise et terrassement. Je vais prendre les photos en haut à droite. La première en haut à gauche, je ne sais pas si on ne peut pas vous montrer de vidéo, c'est dommage. Je vous mettrai des liens dans le fil. En fait, les digues, c'est toujours constitué de la même manière. Une digue, vous avez ce qu'on appelle des blocs cubiques rainurés. C'est des gros blocs de béton. Vous voyez ça sur toutes les digues de France, en fait, dans tous les ports. C'est des objets qui font entre 15 et 25 tonnes en fonction de leur positionnement sur la digue et des contraintes qu'ils vont avoir à faire face. Ce que vous voyez sur la première photo en haut, c'est des moules. En fait, pour réaliser ces blocs cubiques rainurés, on en a de 3 tailles. Ces blocs sont produits sur site en pied de falaise, donc juste à côté de la centrale en exploitation. On en a 15 000 à produire. C'est en cours, on en a produit un peu plus d'1 millier déjà. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est une pelle géante qui est utilisée pour aller retirer les blocs cubiques qui étaient présents sur la digue existante. On les trie, on les retire un à un, donc il y en a des milliers. On les trie. Pour réutiliser ceux qui sont en bon état. Ils ont été installés dans les années 80 en mer, donc ça fait plus de 40 ans qu'ils sont en mer.
Donc on les trie pour pouvoir les réutiliser, et ceux qui ne sont pas jugés suffisamment en bon état, on les concasse directement sur site pour faire du remblai. Ce que vous voyez ensuite, c'est des travaux de terrassement de la falaise, donc les deux photos que vous voyez là. Donc la falaise, elle a un peu plus de 110 mètres de haut. Donc on vient la gratter par moyens mécaniques, par couches successives. Donc les équipements qu'on utilise sont assez classiques, hein. Vous avez de très gros tombereaux qu'on utilise, qui sont des engins de mine également, et puis des pelles en fait qui viennent gratter la falaise progressivement. Ensuite, on stocke, c'est de la craie en fait qu'on vient extraire, plus ou moins dure. En fait, plus on va gratter profond dans la falaise, plus on va aller chercher de la craie dure. Au départ, c'est de la craie molle. Et cette craie, on la stocke sur site. Et ensuite, ce que vous voyez en bas, c'est donc des travaux de démolition des fondations que je vous ai montré tout à l'heure. Il a fallu d'abord pomper l'eau, hein. Il y avait quasiment 17 mètres d'eau. C'était de l'eau pluviale, en fait, qui s'était accumulée depuis des années dans ces fondations. On a pompé l'eau, ensuite on démolit ce qu'on appelle ça des murs poids, en fait. On vient les démolir, même chose par moyen mécanique, on casse. Et en bas à droite, ce que vous voyez, c'est un équipement qui est utilisé pour creuser à une dizaine de mètres de profondeur. On va venir faire l'étanchéité de ce qu'on appelle le bloc usine, c'est-à-dire la zone où on va construire, étanchéité avec une paroi béton à une dizaine de mètres de profondeur, pour se mettre à l'abri en fait des infiltrations des eaux de mer. Je ne sais pas si on a des questions. Non, pas de questions. Une réaction de Jérémy, hein, qui rappelait que c'est la plus grosse pelle d'Europe, hein, Oui, tout à fait. 382 tonnes, voilà. Donc c'est Très impressionnant à voir. Donc les travaux en mer, une digue, on a un film 3D qui est très bien fait qui explique là, mais c'est plusieurs couches en fait d'éléments qu'on vient mettre. Ce que vous voyez en haut à gauche, c'est des enrochements en fait, c'est du granit en fait qu'on fait venir pour 2 tiers de Norvège et pour 1 tiers de Carrière qui sont à Boulogne-sur-Mer. Ça vient par bateau et ensuite on vient les déposer au fond de la mer. C'est ce que vous voyez en haut à droite, là c'est à marée basse, donc ce qui permet de les voir. On vient déposer ces enrochements qui viennent dessiner en fait la base de la digue, et ensuite on va venir poser des blocs cubiques rainurés comme je l'ai expliqué, et on fera des remblais par caisson en fait avec la craie qu'on viendra mettre en mer en fait pour combler cette digue. Et cette digue, elle fait un peu plus de 20 hectares, donc il faut imaginer 200 mètres en mer tout droit en fait, et puis un peu plus d'1 kilomètre de long. Et puis ce que vous voyez en bas à droite, c'est tous les travaux en fait de haut de falaise, de grattage par moyen mécanique de cette falaise. Donc on va la descendre par paliers successifs pour gagner les espaces nécessaires. On va extraire un peu plus de 3 millions de mètres cubes, ça parle peut-être aux gens qui sont en BUT génie civil, de craie de cette falaise. Je vous montre les principaux métiers des travaux préparatoires. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a les travaux sur site, et puis on a les travaux d'ingénierie qui sont essentiellement sur 3 zones. Ils sont pour EDF et ses sous-traitants. Pour les travaux d'ingénierie, ils sont localisés plutôt à Lyon, à Tours, et puis en région parisienne. Et sur site, donc on est sur des travaux à Penly. Vous aurez à peu près la même typologie de métiers qui seront utilisés pour le projet de Gravelines et de Bugey. Donc là, je vous ai mis un peu les métiers assez classiques qu'on a aujourd'hui dans la galaxie des métiers du génie civil. On est très consommateur de tout ce qui est planificateur. On a des ingénieurs de logistique, on a du contract manager, donc tout ce qui est gestion de contrat, des ingénieurs travaux, des chefs d'équipe, des conducteurs de travaux. Ensuite, si on descend un peu dans les métiers phares aujourd'hui qu'on utilise sur le site, vous l'avez vu, c'est assez visuel. On utilise énormément de conducteurs d'engins de chantier sur 3 principaux engins, donc des tombereaux, dumpers, des pelles de production, plutôt des grosses pelles, et puis des compacteurs. C'est les 3 principaux engins qu'on utilise aujourd'hui sur le site. Pour ceux qui ont déjà vécu des chantiers de génie civil, en fait, quand vous avez des engins de chantier
qui travaillent. Vous avez toujours des personnels au sol, manœuvres, agents de trafic, on appelle ça comme ça, qui guident ces engins, puisque ces engins, notamment les Trombro, on a à peu près une trentaine de mètres autour où ils ont des angles morts et ils voient strictement rien. Donc, ils ont besoin d'être guidés à terre, à la fois pour faire la circulation, mais aussi pour piloter les manœuvres depuis le sol. Ensuite, on a des maçons canalisateurs qui sont utilisés, puisque vous l'avez vu, on refait tous les réseaux d'eau, que ce soit réseau d'eau potable ou réseau d'eau pluviale. Donc, on fait pas mal de canalisation sur site pour préparer tout ça. Et puis, on commence tout juste, je ne vous l'ai pas mis là, mais on commence tout juste à avoir euh, des maçons coffreurs qui vont commencer à travailler sur le site, notamment pour travailler sur des galeries souterraines et puis sur l'étanchéité. Et enfin, une dernière galaxie de métiers qui, je ne sais pas si on a ce type de compétences aujourd'hui. On a besoin de beaucoup d'ingénieurs environnement aussi sur ce type de chantier. Voilà. Et en périphérie des métiers qui ne sont pas des métiers du génie civil, que je ne vous ai pas mis là, on recrute aussi des agents de sécurité. Il faut sécuriser le site 24 heures sur 24. Et des personnels de nettoyage. C'est les deux grands métiers en dehors du génie civil qui recrutent actuellement sur le projet. Ensuite, on va se projeter au-delà. Donc, ces travaux vont nous occuper 24, 25, 26, 27. Qu'est-ce qui va se passer au-delà? On a besoin d'une deuxième autorisation. C'est un peu comme un permis de construire. Alors, c'est plus compliqué que ça, mais on a besoin d'une deuxième autorisation pour commencer à construire les bâtiments en propre et passer à la phase génie civil. Cette deuxième autorisation, elle est attendue pour au plus tard fin 2026 et elle nous permettra de passer à la phase suivante où là, ça va être vraiment le génie civil qui va démarrer. Alors pour ça, le plus simple, c'est de vous montrer ce qui se passe en Angleterre. Puisque par essence, pour l'instant, sur Penly, sur Gravine ou sur Bugey, nous n'avons pas ce type d'opération. En Angleterre, ils ont démarré leur projet en 2016. Ils sont aujourd'hui à 12 à 13 000 personnes sur le projet. Ils sont à la fin du pic du génie civil en matière de travaux et ils ont attaqué les montages électromécaniques. Donc, je vais vous montrer quelques photos pour que vous vous rendiez compte un peu de ce type de projet. Ce qu'il faut imaginer, c'est un chantier assez vaste qui fait environ 150 hectares, où il y a plus d'une cinquantaine de grues qui opèrent en parallèle pour faire des opérations de levage et une grue géante que vous voyez là, c'est le jaune là qu'on voit sur la photo que je vous montre, qui est utilisé pour les levages exceptionnels pour ce type de projet. Là, la photo que vous avez là, c'est la pose du dôme, le bâtiment que vous voyez avec le chapeau métallique, entre guillemets, qui est levé par la grue géante. Ça, c'est le bâtiment réacteur 1. Ils en construisent deux là-bas également. Et on vient poser le dôme du réacteur nucléaire avec cette grue géante. Donc, c'est ce type d'opération. Donc, nous, en gros, ce type d'opération, c'est 2030 environ et au-delà, où on aura ce type d'opération sur le chantier. Mais avant ça, il faut construire tout un tas de choses. Donc là, une opération de levage. Là, on est sur des éléments, ça s'appelle des rondeaux de liner. En fait, c'est un renforcement de la paroi béton, en fait, du bâtiment réacteur qui est assemblé et fabriqué à terre par des équipes et qui ensuite est levé et installé directement au sein du bâtiment réacteur. Des travaux en mer qu'on aura aussi. À droite, vous avez le tunnelier. En fait, on va avoir à creuser des galeries depuis la terre, en quelque sorte, jusqu'à un peu plus d'1 kilomètre en mer. Ça, c'est pour les conduites de rejet d'eau en mer. On rejette l'eau chaude à un peu plus d'1 kilomètre en mer. Donc, on va creuser des galeries sous la mer avec ce type de tunnelier. Et puis, ce que vous voyez en haut, la photo à gauche, c'est
des équipements qui sont utilisés pour installer sous la mer en fait les éléments de rejet en mer qui sont au bout des tunnels en fait, si on veut faire ça simplement. Voilà, donc autre typologie de travaux qu'on aura sur le site, des tunneliers pour construire les tunnels nous permettant de refroidir, enfin de construire les galeries pour rejeter l'eau en mer, l'eau chaude. Là, vous voyez des opérations de ferraillage. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va construire beaucoup sur l'ouvrage, mais on va faire beaucoup de préfabrication à terre, des préfabrications de très gros éléments qui vont ensuite être installés directement sur les équipements. Donc voilà, beaucoup d'opérations de ce type vont être réalisées. Donc sur la suite, donc je vous passe les métiers, on est à peu près sur les mêmes métiers avec 3 métiers nouveaux qu'on n'utilise pas pour l'instant. Les grutiers, donc je vous l'ai dit, on aura un peu plus d'une 50aine de grues qui tourneront sur le site, donc beaucoup de grutiers forcément à recruter. Les coffreurs bancheurs, ce sera le métier phare de la phase de génie civil des milliers. Et puis s'accompagne de ces coffreurs bancheurs des ferrailleurs, puisque le béton, il y a un taux de ferraillage important qui est utilisé dans ce type de béton. Et donc on a le duo, j'ai envie de dire, ferrailleur, coffreur bancheur qui est utilisé sur ce type de projet. Pour le reste, on reste sur conducteur de travaux, chef d'équipe. La nature des travaux, ingénieur de travaux, la nature des travaux, elle change, mais on reste sur la même chaîne, j'ai envie de dire, hiérarchique pour ce type de projet. Je ne sais pas si on a des Olivier, questions. ouais, on a une question justement. Quel est le pourcentage de préfabrication? Alors ça, je sais pas si on a la réponse. Je suis incapable de répondre. J'ai des exemples en tête de Hinkley Point, mais honnêtement, je suis incapable de répondre parce que la part de préfabrication par rapport à la totalité des choses, ce qu'on sait, c'est que tout ce qui est dôme, c'est fabriqué à terre à côté. À Hinkley Point, ils ont fait ça pour des éléments d'escalier assez massifs en fait, qui ont été préfabriqués à terre. Ils ont des éléments de plancher complet aussi, qui sont de plancher à l'intérieur des bâtiments en fait qui sont fabriqués également à terre, mais je sais pas si côté Jérémy tu as une réponse, mais moi j'ai pas de réponse là-dessus. Je sais pas répondre à cette question sur la part de préfabrication sur la partie génie civil. Non, j'ai pas plus. Je crois qu'il y a la salle de commande aussi qui est Ouais, préfabriquée ouais, avant, là, ouais, parce que c'est une structure qui est autonome et qui bouge en cas de ouais. séisme. Et effectivement, on veut quand même pouvoir préfabriquer au maximum parce que du coup, ça fait qu'on tient un planning dans les temps. Mais aujourd'hui, non, je peux pas vous dire exactement le pourcentage de préfabrication. Sachant que il y a des volumes de béton qui sont plus importants que, on va dire, du logement classique. Donc la préfab, elle est des fois peut-être plus compliquée. Ouais. Et puis c'est aussi plus complexe. Il y a beaucoup d'interfaces avec les montages électromécaniques. Donc des fois, c'est pas forcément simple. Et ce qu'il faut dire, c'est que chaque projet en fait se nourrit du retour d'expérience des précédents. Et donc le projet anglais d'Hinkley Point, je vous ai montré des photos là, a ouvert la voie justement sur beaucoup plus de préfabrication. Donc il y a un certain nombre d'innovations et de nouvelles manières de faire qui ont été testées par nos amis anglais à Hinkley Point. Ils adaptent aussi, parce que quand on construit deux l'un à côté de l'autre, ben, ils apprennent du premier et puis ils adaptent leur méthode sur le deuxième. Donc le projet PR2 français se nourrit aussi de ce retour d'expérience pour utiliser de plus en plus de préfabrication, et on peut faire le pari qu'entre Penly, Gravelines et Bugey, il y aura des évolutions aussi autour de ça pour gagner en qualité et en vitesse d'exécution sur le projet. Merci beaucoup, effectivement. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'on a été prendre du retour d'expérience en Chine, qui construit des centrales quasiment une par an, enfin on va dire ça comme ça, avec un tissu industriel qui est sans commune mesure par rapport à celui de la France. Et moi, ce que j'avais retenu comme idée intéressante, c'est qu'en fait, le génie civil fait pas forcément le chemin critique du planning et que des fois, il vaut mieux
libérer comment dire, une tâche planning pour les montages électromécaniques plutôt que de finir en fait un local complet en génie civil. Donc des fois le génie civil doit s'adapter en fait au planning du montage électromécanique. Ce qui est un peu différent des fois dans certains projets côté BTP, où on veut totalement finir le GC avant de pouvoir attaquer les corps d'état derrière. Et ben là, en fait, le planning, c'est les corps d'état techniques qui font le critique du planning. Voilà. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on a des projets qui vont nécessiter des milliers de personnels qualifiés dans les métiers du génie civil, puisque c'est d'abord un projet de génie civil avant d'être un projet de montage électromécanique, et que l'enchaînement des 3 projets, donc Penly, Gravelines, Bugey, va créer des opportunités nombreuses sur site, sur ces 3 projets, mais également, comme je l'ai dit, dans les centres d'ingénierie qui sont situés en région parisienne, à Lyon ou à Tours. Là, je fais une ouverture sur autre chose. Je pense que c'est intéressant de vous ouvrir à ça aussi. Le nucléaire, c'est aussi des parcours internationaux. On a en Europe 2 pays qui ont relancé leur programme nucléaire, que sont la Grande-Bretagne et la France. Au Royaume-Uni, donc le projet d'Hinkley Point que je vous ai montré, c'est EDF qui le fait, hein. Et on organise des parcours à l'international vers le projet anglais. Alors pourquoi on fait ça? Il y a un intérêt majeur à ce que des personnes en fait aillent apporter déjà leurs compétences sur le projet anglais, parce que vu les volumes de salariés nécessaires, hein, je vous ai dit 12 à 13 000 actuellement, les Anglais sont toujours en recherche de compétences. Et par ailleurs, comme le projet est plus avancé, il y a quelques années d'avance sur le projet de Penly, et puis encore plus que sur ceux de Gravelines et de Bugey, l'idée c'est de permettre à ces personnes d'aller acquérir de l'expérience en Angleterre pour la ramener ensuite sur les projets français. Donc on a un projet qui s'appelle Bridge, c'est des offres EDF. Donc ça, c'est EDF qui recrute pour vous envoyer en Angleterre. Donc je vous ai mis les typologies d'offres. On a des offres de VIE qui sont en cours, là, elles sont en cours de finalisation pour du bac plus simple. Ça, on a beaucoup, et on en a lancé quelques-unes cette année en bac plus 2, bac plus 3 notamment. Il y en a une en cours qui, il y a beaucoup de gens de BUT Génie Civil là qui concernent particulièrement ce type de compétences. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle les embauches graduates. Là, vous êtes jeune diplômé d'un bac plus 2, bac plus 3 ou d'un bac plus 5. Et vous partez en fait en embauche sur ce type de projet. Là encore, on cherche en général 3 types de compétences: génie civil, tout ce qui est HSE, donc santé, sécurité, environnement, et électricité en compétences majeures qui sont recherchées. Donc ces offres-là, vous les retrouverez sur EDF Recrute. Là, on arrive un petit peu à la fin de la campagne pour l'année 2025, mais cette campagne, elle sera relancée en 2026. Et je vais laisser la parole à mon collègue sur les centrales en exploitation. Tu me dis quand je passe les slides, hein. Ok, merci Olivier. Alors, écoutez, à la limite, moi je vous propose de faire une toute petite pause là, de quelques minutes et vous poser une question. Est-ce que vous savez combien de sites il y a en France sur lesquels il y a des centrales nucléaires en exploitation? Si vous pouvez me donner un chiffre. Combien on a de centrales nucléaires qui... Alors, en exploitation, ça veut dire qu'ils tournent, en fait. De sites, en France, pas de nombre voilà. de tranches, de somme de sites nucléaires en exploitation. Alors là, on a 56, 57, ça doit être le nombre de réacteurs. Et toi, Oui. la question, c'est le nombre de sites. Ouais. Alors, on a 18, 25, 18. Voilà, on n'a pas d'autres réponses pour le moment. Alors, 18 sites, effectivement, c'est marqué en même temps dans le slide, là, en plein milieu, voilà. Là, 18, donc c'est plutôt pas mal. Il y a 18 sites, on verra une carte de France complète, en fait, tout à l'heure. Donc, en fait, effectivement, il y a 18 sites sur lesquels sont installées des centrales nucléaires, et on en a 57. Donc, il y en a, avant, il y en avait 58, on en a fermé 2 à Fessenheim. Donc, on est descendu à 56, et là, on vient de mettre en production Flamanville 3, donc ça fait bien 57 tranches nucléaires en exploitation. Alors en fait, on a sur ces sites-là ce qu'on appelle des équipes communes, qui sont en fait
des recrutements conjoints entre les centres d'ingénierie et des ressources qui sont en local pour intégrer en fait des modifications sur ces centrales pour améliorer la sûreté et la durée de vie des installations. Donc en fait, on fait de la maîtrise d'œuvre en local. Donc on est là pour intégrer des modifications qui viennent des centres d'ingénierie auprès de ces équipes communes. Donc moi où je suis basé à Tours, en fait, on a 8 équipes communes qui sont raccrochées administrativement au centre d'ingénierie qui est situé à Tours. Et on en a une dizaine d'autres sur le reste de la France, on verra ça tout à l'heure, qui sont raccrochés à un deuxième centre d'ingénierie qui est basé à Marseille. Donc dans ces équipes communes, c'est pluridisciplinaire, hein. Il y a du génie civil, mais aussi des mécaniciens, des électriciens et des essayeurs. Parce que forcément, quand il y a une modif qui arrive, eh bien, il peut y avoir un peu de terrassement, du béton, on peut faire des massifs béton, des carottages, entre autres. Et puis derrière, on vient poser des tuyaux, poser des pompes, poser de l'électricité, raccorder des nouveaux systèmes dans une centrale en exploitation, donc aussi avec de la radioactivité, et puis un site qui tourne. Donc du coup, c'est une usine qui fonctionne, donc qui apporte un certain nombre de contraintes qu'il faut intégrer pour faire ces modifs. Et tout ça, comment dire, ça bat au rythme de ce qu'on appelle les arrêts de tranche, c'est-à-dire que tous les ans ou les 1 an et demi, on arrête les centrales pour pouvoir recharger du combustible à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là, on en profite pour faire plus de travaux de maintenance et de modifications pour ces centrales avant de les refaire tourner pendant 12 à 18 mois. Si tu peux passer au slide suivant. Donc, ce qu'il faut surtout retenir de ce slide, hein, c'est que nos missions de ces équipes communes, c'est assurer en fait un rôle de maîtrise d'œuvre sur le terrain pour réaliser ces modifs. Donc, en fait, on passe des contrats avec des prestataires, FH, Clemcy ou autres, et en fait, on vient assurer un rôle de pilotage et de surveillance de ces travaux. Je passe sur les métiers que je vous ai décrits préalablement. Et donc, nos chargés d'affaires génie civil, parce que du coup, c'est des chargés d'affaires, ils sont là pour intégrer du prescriptif de maintenance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en fait, nos ouvrages, on les inspecte, parce que du coup, on fait de la sûreté nucléaire. Donc, eh bien, on les inspecte, on regarde s'il y a des fissures, si la peinture craquelle ou pas. Donc, on fait un certain nombre d'expertises. Et puis, ils s'en suivent derrière des programmes de suivi et de réparation des défauts qu'on peut rencontrer. Et donc, un chargé d'affaires, il peut avoir plusieurs domaines d'expertise que sont du GC, de la charpente métallique, des revêtements dits peinture, par exemple, des matériels coupe-feu, des ouvertures-fermetures de trémies, des carottages. On a aussi tout un tas de travaux en toiture parce que tout ça, c'est clos et couvert, de verdé, de travaux subaquatiques et puis aussi des travaux sur les tours aéro-réfrigérantes. On vient faire de la maintenance sur ces ouvrages élancés par lesquels sortent les panaches de fumée sur les sites bord de rivière. Donc, le job d'un chargé d'affaires génie civil, hein, c'est vraiment focus sur les BTS et puis les DUT, hein, comme beaucoup d'entre vous qui sont aujourd'hui connectés. Donc, qu'est-ce qu'il fait un chargé d'affaires? Il rédige des pièces techniques, par exemple des CCTP, hein, pour faire des travaux neufs ou des travaux de maintenance. Donc, il y a des phases de passation de contrat, d'appel d'offres. Mais aussi de surveillance documentaire, parce que du coup, les fournisseurs nous sortent des modes opératoires qui font contrôler, des analyses de risque. Ensuite, il a une phase de préparation d'intervention. Il gère aussi la finance de son contrat. Et enfin, il suit les travaux donc en préparant un programme de surveillance pour s'assurer que tout est bien calé. Donc, je dirais que son travail, c'est 30% de terrain et 70% de bureau. Dans les évolutions possibles, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, moi j'ai commencé avec un BUT génie civil, j'ai fait du génie civil, mais au sein d'EDF, en fait, on peut changer de métier, soit évoluer dans son métier ou soit changer de métier. Donc ça, c'est aussi la force du groupe EDF, hein, c'est que ça apporte un panel de métiers vraiment divers et variés. On peut aussi changer de centrale si nécessaire ou de ville. Et puis aussi, on a des capacités à pouvoir proposer des formations pour des passages cadres qu'on appelle cap cadre ou hors cadre, où il y a des gens qui soit reprennent des études pour 2 ou 3 ans, ou donc ça vers la quarantaine, ou
ou vers la cinquantaine. On peut aussi proposer des formations un peu pliables, type formation continue, avec le CESI par exemple. Donc voilà, donc on cherche effectivement des gens plutôt Bac+2, Bac+3, qu'on a intérêt pour la maîtrise d'œuvre, et puis forcément, il faut être rigoureux, savoir travailler en collaboratif et être curieux, qui sont un peu le triptyque pour pouvoir travailler en centrale. Donc voilà, on fait du génie civil. Alors bon, par rapport aux photos qu'a montré Olivier tout à l'heure, forcément, c'est de moindre mesure, mais il y a quand même du coulage de béton et du ferraillage. Donc ça, c'est sur un centre de crise local qui permet en fait d'accueillir l'exploitant en cas de crise nucléaire. Et à la photo suivante, on pose aussi donc, des canalisations. Donc là, c'est des travaux VRD pour des alimentations de refroidissement sur la centrale qu'on vient upgrader. Et puis à gauche, je voulais vous montrer cette photo là, c'est notre innovation de l'année dernière. En fait, on avait des gravats évacués tout en haut des tours aéro-réfrigérantes. Et puis initialement, on devait tout faire ça à dos d'homme par des escaliers. Donc autant vous dire qu'il y a 20 minutes de montée, 20 minutes de descente. Et à la descente avec un sac de gravats qui fait 20 kg. Donc il y a une innovation là sur le site. Ils ont travaillé avec un fournisseur pour en fait faire voler un énorme drone et descendre les sacs de gravats. Donc gain de temps, gain de coût. Et puis du coup, ils se sont éclatés en faisant voler le drone. Donc, parce que derrière, bon, autant vous dire que le dossier, il est compliqué à monter. Survol d'un espace aérien sensible. Donc, il y a tout un dossier à monter au niveau de la préfecture. Donc là, le rôle du chargé d'affaires, il est un, innovant. Et puis deux, la phase préparation est quand même assez importante. Donc, autant vous dire que voilà, ils se sont éclatés à faire ça avec le fournisseur. C'était assez génial. Et puis sur le dernier slide, alors ce slide n'est pas à jour. Donc là, ça vous représente la totalité des centrales nucléaires France. Donc on retrouve les 18 de tout à l'heure. Et du coup, en fait, on a des offres d'emploi qui sont sur EDF Recrute. Et j'ai fait le tour tout à l'heure. Donc en fait, il y en a 3 aujourd'hui à Dampierre, ici dans le centre de la France, pas très loin d'Orléans. On en a 3 à Cruas dans la vallée du Rhône, donc c'est pas très loin de Montélimar. On en a 4 à Palluel, donc à côté du site de Panly. Où typiquement sur ce site, on a aussi une formule d'offre d'emploi qui est aussi ce qu'on appelle des pépinières, où on fait des co-recrutements en fait entre, on dit que la personne passera en fait quelques années sur le site de Palluel pour ensuite aller rejoindre les EPR. Donc en fait, on joue des emplois en deux coups entre le parc en exploitation avec de la maintenance génie civil et ensuite du chantier neuf. Belleville, on a 2 propositions de poste. À Chaux, dans les Ardennes, parce que j'ai vu qu'il y avait le BUT de Reims qui était pas mal présent. Donc, à Chaux, dans les Ardennes, on a une offre d'emploi. Sur le site de Panly 1-2, on a un chargé d'affaires réalisation. Donc, celui-là, il est marqué. Et puis aussi, on a sur le site de Saint-Laurent-des-Eaux, pas très loin de Blois. Donc, Blois, c'est à mi-chemin entre Tours et puis Orléans. On a aussi une offre de chargé d'affaires génie civil qui est actuellement active sur EDF Recrute. Voilà. Alors voilà, la question qui a été posée là par quelqu'un, c'est comment on fait pour candidater? Est-ce que on peut, voilà, Isabelle Boulet qui disait: «Est-ce qu'on peut proposer des candidats directement? Quelle est la procédure?» Alors, comment on fait? Là, je vous ai mis. Alors, je pense que, excuse-moi, je t'interromps, concernant les postes que vient de présenter Jérémy, donc il vous a dit c'est le site EDF Recrute. C'est Et ça. là, pour EPR, pour le chantier EPR de Panly, Olivier va vous parler d'autres Oui. Alors, vous possibilités. pouvez, excuse-moi Olivier, vous pouvez Ouais. effectivement aller sur EDF Recrute. Je vous ai mis mon mail. Si vous voulez m'envoyer votre CV, que vous êtes motivé pour les sites en exploitation, vous pouvez aussi m'envoyer vos CV directement et je ferai suivre vers les recruteurs de ces sites-là. Voilà, il y en a un à Tours et puis un à Marseille. Je ferai suivre si nécessaire. Alors, du coup, oui, les offres d'EDF sont sur EDF Recrute. Ça vaut pour les offres sur EPR2 pour EDF. Vous les retrouvez là. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez, en fonction de votre profil, vous pouvez chercher soit sur site, donc en Seine-Maritime, donc à Dieppe ou à Gravelines. Pour l'instant, il n'y a pas de poste à Bugey. Gravelines, on commence à en avoir quelques-uns. Ou alors, vous pouvez chercher aussi dans les centres d'ingénierie, comme je l'ai dit, Lyon, Tours ou région parisienne. C'est là que vous allez retrouver ces principales offres.
Et vous allez retrouver aussi sur EDF Recrute les offres vers l'Angleterre. Donc là, vous pouvez choisir comme en localité, vous mettez Royaume-Uni. Donc là, vous trouverez les offres vers l'Angleterre. Et après, je vous ai mis l'autre gros employeur sur EPR2, Panly, parce que lui, il est connu. C'est le titulaire du marché de travaux préparatoires. Donc celui qui fait les terrassements et le génie civil, c'est Eiffage pour nous. Donc, vous pouvez aller voir directement sur le site d'Eiffage Job. Vous mettez en mot-clé EPR2 et vous pourrez trouver ce type d'emploi. Et je vous ai mis une autre adresse. Ça, si vous voulez adresser votre CV directement, nous, ensuite, on trie. En fait, pour les besoins de PR de Panly, on a une petite agence France Travail. France Travail, c'est l'ex-Pôle emploi qui travaille à 100% pour nous. Vous pouvez envoyer votre CV à cette adresse-là. Derrière, en fonction de votre profil, il trie et il renvoie vers les différents employeurs, donc soit EDF, soit Eiffage, essentiellement pour génie civil. Mais il n'y a pas que EDF et Eiffage qui recrutent des compétences génie civil. On a des sociétés d'assistance technique aussi qui recrutent de type Aegis, Assystem, Vulcain ou autres. Voilà. Et enfin, je vous ai mis un autre site en haut à droite qui est le site de présentation du projet EPR de Panly, c'est le site de la concertation continue. Là-dedans, vous retrouvez aussi des informations sur tout cela. Voilà. Donc, n'hésitez pas à envoyer, hein, Jérémy l'a dit, on a des besoins importants. Et ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que EDF égale génie civil. On a beaucoup de besoins en génie civil dans les prochaines années, que ce soit directement pour EDF ou pour nos titulaires de marché, parce que Jérémy l'a dit aussi, sur les chantiers en centrale nucléaire, il y a des entreprises qui gagnent ces marchés-là et qui elles-mêmes recrutent. Voilà. Voilà pour... Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jérémy, merci Olivier. Donc, je vous ai mis dans le chat le site, donc le lien vers le site EDF Recrute. Je vous ai mis aussi le lien vers le site d'Eiffage. Je vous ai mis également le site vers le lien vers le site Mon Avenir dans le nucléaire. Hein. Je rappelle, vous pouvez y trouver aussi des offres d'emploi, job alternance stage et mettre votre CV hein, sur la CVTech. Donc là, on vous a présenté hein, vraiment aujourd'hui, c'était l'objectif. On a vraiment fait un focus sur Panly, donc en Normandie, et puis vous avez vu hein, aussi des jobs à venir à Gravelines, dans le nord, à côté de Dunkerque, et puis également, alors je parle pour le PR à venir, hein, et puis à Bugey, à 1 heure de Lyon, mais effectivement, vous voyez avec les possibilités offertes par Jérémy qu'il y a déjà aussi des offres dans les centrales existantes. Voilà, donc dans la galaxie génie civil, il y a EDF, mais on vous a parlé aussi des partenaires. Hein, sur Panly, il y a aussi Eiffage, donc n'hésitez pas. Je vois qu'Olivier vient de vous mettre une petite vidéo sur Hinkley Point. Et puis, on a encore 2 minutes éventuellement s'il y a des questions dans le chat. N'hésitez pas. Ah oui, il y a une question sur est-ce que les supports que tu as projetés, Olivier, pourront être transmis ou pas? Je les re-regarde juste après, Voilà, mais a tu nous priori, diras. oui, je pense que quasiment tout Voilà. pourra être mis à disposition. Et ce qu'on fera, c'est que les supports, on les mettra sur le site donc du passeport nucléaire. Hein. En principe, tous les étudiants et les établissements partenaires de l'UMN, vous avez accès à cette plateforme, donc elle les mettra dessus. Question de Monsieur Heurtaud, le BIM va-t-il être utilisé? Oui, on l'utilise. Il y a des postes en BIM. Alors souvent, ils ne sont pas sur site, ils sont plutôt dans les centres d'ingénierie ou à proximité des centres d'ingénierie. Donc c'est plutôt des sites que vous retrouvez. Alors quand je parle de Panly, pour Eiffage sur le site de Vélizy, et puis pour EDF, c'est plutôt sur EDF et éventuellement des sous-traitants sur Lyon ou Tours. C'est des postes qui sont moins sur site, mais plutôt accolés au centre d'ingénierie. Et oui, il y a du BIM. Parfait. Est-ce qu'il y a, n'hésitez pas à mettre, si vous avez d'autres questions sur le chat, les étudiants. Bon, je vois que c'est en train de se déconnecter petit à petit. Bon, il me reste à vous remercier vraiment sincèrement, Olivier et Jérémy. Et puis, merci à tous les participants. J'ai vu aussi qu'il y avait des correspondants UMN qui étaient connectés. J'ai vu qu'il y avait des industriels. J'ai vu Hervé Blic, là, qui nous aide beaucoup sur le groupe de travail
Merci à lui. Et donc, on vous dit à bientôt et bonne fin d'année pour les étudiants qui passent leur diplôme. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.